C'est vraiment un plaisir pour nous, je dis nous, c'est le contexte, donc je parle ici collectivement. Donc c'est vraiment un plaisir pour nous d'accueillir Paul Dirks, qui nous disait justement que Liège, il connaissait mal, enfin en tout cas il n'était pas très souvent, donc on est vraiment heureux de servir comme ça de port d'entrée, comme ça, en espérant qu'il puisse revenir aussi souvent qu'il le souhaite. Donc Paul Dirks, je vais dire deux petits mots de présentation. Il enseigne à Nancy 2 depuis peu et il est l'auteur d'un ouvrage récent sur la presse littéraire et le franco-universalisme, ça s'appelle Les Amis belges, qui est paru aux presses universitaires de Rennes. Il a également rédigé en 2000 un manuel introductif, qui voulait plus que l'introduction, intitulé Sociologie de la littérature, et il a également co-dirigé une anthologie de la poésie belge. Il est spécialiste des relations littéraires entre la France et les autres régions francophones. Il s'intéresse également pour le moment à la littérarisation primaire des écrivains et aux conditions de leur circulation physique internationale. C'est un peu ses préoccupations actuelles. Donc aujourd'hui, il va nous parler d'un sujet qu'il aborde dans son dernier ouvrage, mais qui doit donner lieu le but est d'ouvrir un débat plus large, méthodologique, sur l'analyse de la presse littéraire. Donc on va essayer de discuter des enjeux et des méthodes de ce type de recherche. Je lui cède tout de suite la parole en le remerciant encore d'être parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup, c'est à moi. Hein. Je ne sais pas si ça s'entend, enfin, peu importe. Donc merci François, merci au groupe Contexte de m'avoir invité. Effectivement, je connais mal Liège du moins 2 jours, et donc ça me permet effectivement de toute façon d'entrer à la faculté des lettres de l'ULG aujourd'hui. J'en suis ravi. Donc merci à tous ceux et toutes celles qui sont venus pour cet exposé, conférence, et peut-être un mot assez un peu trop pompeux peut-être. Alors effectivement l'intitulé de cet exposé est, comme le disait François, sur une sociologie de la presse littéraire, enjeux et méthodes. Donc je me suis un peu tâté, de quel côté vais-je prendre cette bête, étant donné que le sujet est malgré tout assez vaste. Je propose que nous abordions les questions d'ordre méthodologique après mon topo, qui durera, on va dire, 1h15, quelque chose comme ça. Hein, donc j'essaierai de respecter cette limite. Donc on pourra aborder en fonction de vos intérêts ou des lacunes ou des passages peu clairs dans ce que j'aurais dit, vos questions. Alors dans l'heure qui suit, ce que j'aimerais sinon montrer, du moins aborder, c'est que le fait qu'on gagne à interroger les articles de cette presse littéraire que nous connaissons tous, je dirais en connaissance de cause, hein, c'est-à-dire en ayant une idée la plus construite possible de l'environnement social, forcément, de l'environnement où cette presse littéraire se fabrique. Donc en sachant où on met les pieds. J'ai souvent l'impression que l'analyse du texte littéraire ou du métatexte littéraire est une sorte d'auberge espagnole où on apporte, sans le savoir souvent, plein de concepts, plein de modèles théoriques plutôt spontanés, et qu'ensuite on découvre des choses qu'on a introduites soi-même avant. Donc je pense qu'il, enfin en tout cas pour ce qui est de cette presse littéraire, il est fortement conseillé d'avoir une démarche plus prudente, on va dire. Hein. Donc de se poser la question, quelles sont les caractéristiques de cette presse
de manière générale, avant même d'aborder tel ou tel corpus, voilà, d'articles. Mais non seulement cela, j'essaierai aussi de suggérer ou de rendre clair, enfin je ne sais pas très bien comment le dire, parce que je pense que le démontrer, ce serait quelque chose de vain dans cette heure, dans le cadre qui m'est imparti, fort heureusement d'ailleurs, à savoir montrer que les caractéristiques de l'univers de la presse littéraire, avoir ça en tête, ce n'est pas un préalable, hein, ce n'est pas une sorte d'entrée en matière de contextualisation. Hein, j'utilise à dessein le mot contextualisation, puisque c'est le groupe contexte qui nous vaut cette rencontre. Et que donc, au contraire, se pencher sur un corpus de métatextes, non seulement suppose ce que je viens de dire, donc une rencontre avec l'univers socio-professionnel, pour aller vite, en question, mais l'implique, le nécessite. Pour ma part, il n'est pas fertile de s'attaquer à l'analyse d'un métatexte sans avoir ces choses-là en tête. Mieux même, l'analyse elle-même donc n'est pas possible sans avoir les caractéristiques sociales, je dirais, en tête, mais en plus, dégager les caractéristiques sociales demande à l'inverse une analyse minutieuse de texte. Donc, je veux dire, il n'y a ni avant ni après, il y a une démarche simultanée. L'analyse des textes demande une analyse, je dirais, comme on dit, extratextuelle, et inversement, cette analyse extratextuelle demande une analyse textuelle. Bon. Autrement dit, cela, quelque part, devrait nous sensibiliser à se poser la question de savoir s'il est utile de faire cette distinction entre texte et extra-texte. Bon, mais on y reviendra tout à l'heure. Alors, j'aurais volontiers intitulé cet exposé « Qu'est-ce que la presse littéraire ?» Qu'est-ce que la presse littéraire ? Puisque c'est un secteur de la production littéraire, on va dire, sinon méconnu, sûrement pas, mais mal connu. Hein, mal connu. Alors, plus qu'un clin d'œil au « Qu'est-ce que la littérature » de Jean-Paul Sartre, cela m'aurait permis, effectivement, de décrire le fonctionnement. Et ce sera ça, mais pas uniquement ça. Pour décrire le fonctionnement, me semble-t-il, il faut se poser la question de la possibilité d'existence de cette presse littéraire. Il faut se poser la question comment cette chose peut-elle exister et par voie de conséquence, comment a-t-elle pu apparaître, hein, simplement se développer. Hein. Donc, faisant clin d'œil pour clin d'œil un clin d'œil plutôt à Pierre Bourdieu, je dirais, comme intitulé de cet exposé, existe-t-il une presse littéraire ? Voilà, hein, faisant référence à ce fameux article de 1985 que Bourdieu avait, si vous vous en souvenez, consacré à la littérature belge, en se posant la question, enfin belge francophone ou francophone belge, enfin on ne sait pas, du moins lui, dans son intitulé, s'était posé la question, existe-t-il une littérature belge ? Bon, je vous laisse lire l'article pour savoir la réponse. Alors, donc, question paradoxale. Existe-t-il une presse littéraire ? Bien sûr que oui, je l'ai vu, je l'ai rencontré, mais dans une première partie, je vous expliquerai, j'essaierai de vous expliquer pourquoi je me la suis posée quand même. Non pas en tant que question existentielle, existe-t-il une presse littéraire ou métaphysique, mais en tant que question historique, hein, et par conséquent sociale. À partir de là, dans une deuxième partie, on dégagera, si vous le voulez bien ensemble, quelques-uns des principes de fonctionnement de cette presse, une objectivation souvent de logiques de fonctionnement qui sont
invisible ou peu visible, d'autant plus que les gens qui sont sur le terrain, qui font partie de ce métier, ne les voient pas souvent. Dans une troisième partie, on détaillera un peu un des principes peut-être les plus invisibles, les mieux enfouis, enfin, de cette affaire. Et dans une quatrième et dernière petite partie, je reviendrai sur cette notion d'objectivation. Ça m'a été suggéré par le groupe contexte, à savoir, on se posera un peu la question, ce que signifie pour l'enseignant-chercheur d'objectiver des questions qui sont parfois sensibles, on va dire, d'identité, etc. Bon, vous verrez vers la fin donc ce que cela signifie exactement. Alors, bon, donc dans la première partie, on essaiera un peu d'élucider ce paradoxe, cette contradiction apparente. Qu'est cette question? Existe-t-il une presse littéraire? Chacun d'entre nous peut évidemment citer au moins un titre de cette presse. Hein. Il suffit de penser aux suppléments livres des quotidiens belges pour la Belgique, français pour la France, etc. On peut aussi penser à des mensuels, magazines littéraires, lire, ou des bimensuels comme la Quinzaine littéraire. Bon, tout cela, nous savons très bien que ça existe. Nous ne sommes donc pas victimes d'une hallucination collective. Bon. Mais malgré tout, force est de constater que de cette presse littéraire, il est peu question. Et notamment sous cette formule-là, dans ces termes, presse littéraire. Souvent, on parle de critique journalistique. On parle peu on désigne peu l'univers des journalistes spécialisés. D'ailleurs, on peut se poser la question s'il y en a vraiment, tant il est vrai que pour la plupart, ce sont des écrivains ou des critiques, mais alors là qui évoluent dans d'autres secteurs de la presse périodique littéraire. Donc ici, il s'agit bien de la presse journalistique. Hein, on s'entend bien sur cette notion. Donc c'est cet objet-là que j'aborde, hein, bon, et dont je me demande donc s'il existe. Quand il s'agit de définir cette presse littéraire, là, on peut dire que les choses se compliquent encore, puisque rares sont les tentatives de définition ou les entreprises de défense, par exemple, et d'illustration de cette presse. Hein. Bon, assez récemment, on a eu des attaques contre la critique journalistique, notamment dans le livre de Pierre Jourde, La littérature sans estomac, hein, des choses comme ça, donc qui montrent bien qu'il y a quelque chose comme une presse littéraire. Mais quant à savoir comment c'est défini et comment les gens eux-mêmes définissent la chose, c'est encore autre chose. Alors, soyons d'emblée au clair, hein, pour ceux qui auraient un doute là-dessus, ce n'est pas à moi, je dirais ce n'est pas à nous de définir ce qu'est la presse littéraire. Par une boutade un petit peu, enfin une formulation un peu facile ou un peu méchante, peut-être polémique, mais qui n'en est pas moins, je pense, fondée, on pourrait dire que le chercheur cherchant à définir la presse littéraire est un mauvais chercheur. On peut remplacer d'ailleurs presse littéraire par beaucoup d'autres choses, par exemple genre littéraire. Mais bon, je ne vais pas aggraver mon cas. Donc le chercheur qui essaye de définir la presse littéraire en se disant je vais essayer de couler dans un moule suffisamment de paramètres pour pouvoir ensuite confronter cette définition à la réalité et essayer de recouvrir l'ensemble des phénomènes possibles, eh bien bon, c'est une démarche qui sera forcément problématique, mais qui en plus n'a pas beaucoup de sens dans la mesure où la définition, le travail de définition est précisément l'activité la plus importante dans l'univers lui-même. Le chercheur ne pouvant que et ne devant, à mon sens, que prendre acte que des définitions existantes dans l'univers lui-même.
et non pas en ajouter une autre. S'il en ajoute une, à la faveur d'un cours sur, je ne sais pas, la presse littéraire par exemple, s'il en ajoute une, il ne fait jamais qu'en ajouter une, qui éventuellement va être reçue dans l'univers de la presse littéraire lui-même, comme étant scandaleux, incompréhensible ou tout à fait banal. Mais la définition donnée, je dirais ici à l'université, au mieux sera une définition d'un critique universitaire. Bon, vous me direz après si vous êtes d'accord avec ça. Bon, et donc pour conclure, pour répondre à cette question, existe-t-il une presse littéraire, on peut d'ores et déjà répondre qu'en tout cas, la presse littéraire n'existe pas. Justement, dans la mesure où il y a diverses définitions en jeu. Donc, on peut dire qu'il y a des presses littéraires, éventuellement. Autre conséquence, c'est qu'on en est réduit à observer ce que les journalistes littéraires, comment ils définissent, eux, la chose. Alors, éventuellement en allant les interroger, ce qui est toujours une chose très difficile, mais aussi en lisant leurs articles. Donc, pour pouvoir cerner en fait, leur objet de le travail. Bon, alors le problème, c'est que, comme je vous disais d'entrée de jeu, les journalistes littéraires sont finalement peu loquaces. Ils ne parlent pas beaucoup de presse littéraire. Et on peut, je pense, dire que chacun d'entre eux a, pour ainsi dire, trop bien intégré la définition en vigueur dans sa sphère de travail, c'est-à-dire sa définition qui n'est jamais celle du voisin. Il l'a trop bien intégrée pour en parler, je dirais, spontanément ou consciemment ou de manière construite, bon, de toute façon de manière explicite. Cette intériorisation, elle est tellement profonde que, justement, à interroger, par exemple, un journaliste littéraire, eh bien, les définitions ou les tentatives de définition sortent comme si la personne détenait, sinon la vérité, du moins un point de vue imprenable sur l'univers de la critique littéraire, d'ailleurs en général, puisque souvent dans les entretiens avec des journalistes littéraires, ceux-ci, je dirais, passent ou élargissent rapidement le terrain de la presse littéraire à l'ensemble de la critique littéraire. Comme si pour eux, même l'objet presse littéraire était peut-être soit trop restreint, voire trop pas assez noble. Bon. Donc on peut dire que la presse littéraire, oui, elle existe dans la mesure où chacun des agents spécialisés en matière de presse littéraire, donc à commencer par les journalistes littéraires, les critiques littéraires de la presse littéraire, donc dans la mesure où chacun croit qu'elle existe. La presse littéraire existe dans la mesure où on croit qu'elle existe. Bon, plus précisément quand même, pour ne pas non plus être dans la réflexion trop circulaire, la presse littéraire existe comme enjeu de définition dans un espace occupé par les 10 agents. Elle existe comme enjeu de définition. Définition de quoi? Eh bien, justement, définition de l'espace où ils sont. Bon. Alors, pour ceux qui sont familiarisés avec la théorie des champs de Pierre Bourdieu, ce que je viens de dire évoquera beaucoup une définition de la presse littéraire comme champ. Bon. Oui, bien sûr. Mais encore faut-il vérifier, je dirais, pour qu'il puisse être question de champ, il faut encore regarder quel est le degré d'autonomie de cette presse par rapport à tous les domaines, toutes les sphères sociales dont elle dépend objectivement, c'est-à-dire économiquement d'un certain nombre de bailleurs de fonds et ainsi de suite. Donc voir quelle est sa marge de manœuvre, sa liberté par rapport à
un certain nombre de domaines, et à commencer donc par ceux qui se mêlent de tout, hein, qui se mêlent de tout réglementé, donc qui se mêlent de tous les autres univers, à savoir la politique, l'économie, la religion, les médias, hein, et ainsi de suite. Si bien que notre question devient celle-ci, existe-t-il un champ de la presse littéraire? Existe-t-il un espace suffisamment autonome pour qu'on puisse parler de champ? C'est-à-dire donc cet espace où la définition est une question posée et n'est pas une question résolue, si ce n'est par tel ou tel individu. Alors, pour répondre à la question « existe-t-il un champ de la presse littéraire ?» il faut, me semble-t-il, d'abord remonter dans l'histoire, c'est-à-dire voir de quel processus historique la presse littéraire est le produit, comment cette activité évidente pour nous a pu se constituer, a pu émerger parmi une infinité d'autres activités possibles, hein, qui n'ont jamais existé. Donc, autrement dit, comment la presse littéraire s'est-elle constituée historiquement? Alors, évidemment, je vais simplifier beaucoup, puisque le temps m'est compté, mais enfin, on peut, me semble-t-il, découper l'histoire de la presse littéraire en 4 périodes, voilà, ça c'est facile, ça va marcher, 1, 2, 3, 4. Je dirais d'abord une phase de gestation de cette presse, une phase de maturation, une phase d'autonomisation, on peut dire l'âge adulte si on veut, hein, en tout cas vers l'âge adulte, et puis une phase de régression. Voilà, hein. Donc il y a là-dessous quelque chose comme un autre clin d'œil, hein, on peut dire à la psychanalyse si on veut, et d'ailleurs il me semble que la sociologie des champs mériterait de faire davantage, sinon de clin d'œil à la psychanalyse, du moins d'avoir plus de porter plus attention à ce qui se fait du côté de la psychanalyse. Enfin, alors, première phase, la phase de gestation. Donc, je répète, il ne s'agit pas de vous faire un descriptif pour votre confort et pour le mien de voilà l'histoire de la presse littéraire, d'où vient-elle et donc où en est-on aujourd'hui. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit d'essayer de déconstruire ce qui nous paraît évident, hein, à savoir cette presse littéraire, et donc de se poser la question comment est-ce que cette chose peut évoluer, je dirais pas non pas librement, mais peut quand même, malgré toutes les contraintes qu'elle subit, et notamment des contraintes objectives, comment est-ce qu'elle peut se maintenir. Bon. Alors, cette phase de gestation commence en 1650 à peu près, hein, et dure 2 siècles, elle court jusqu'à, on va dire, 1850. Donc il faut remonter au XVIIe siècle où on a la naissance de la presse en France, donc naissance du métier de gazetier vers, bon, on va dire vers le début du XVIIe, vers 1650, nous sommes vraiment déjà dans la multiplication des supports, etc. Et en même temps, nous sommes dans ce qu'Alain Viala a appelé la naissance de l'écrivain. Hein. Lui situe vers 1650 une convergence de moments, de fondations, d'institutions, etc., qui font émerger ou qui donnent à l'écrivain une certaine, je dirais, une assise sociale qui vont lui permettre bien, aux écrivains à s'organiser, à se passer le flambeau, bref, à consolider leur activité, etc. Bon, c'est une situation complexe, je ne vais pas dire compliquée, mais complexe, qui est encore aujourd'hui, donc je parle de la naissance là, de la presse, relativement peu étudiée dans son ensemble, c'est-à-dire en interrogeant les déterminants de la presse en tant que telle, où des intellectuels, on n'employait pas spécialement le mot à l'époque,
où des mondains, des écrivains, là aussi mot peu usité, peu à peu se faisaient concurrencer pour aller vite par ces gazetiers, notamment par eux, qui, à partir du début du XVIIIe, vont être appelés journalistes. Donc ils se font concurrencer de plus en plus par ces gens-là, qui sont dans une position dominée pendant très longtemps, et d'ailleurs encore, on peut dire, jusqu'aujourd'hui, mais dont les supports deviennent de plus en plus intéressants pour l'ensemble de l'espace intellectuel, et y compris littéraire. Donc leurs supports sont de plus en plus convoités. Alors d'abord convoités et utilisés par les intellectuels les moins dominants parmi les dominants, ce qui signifie au XVIIIe siècle notamment les philosophes, entre guillemets philosophes, c'est-à-dire les Lumières, Diderot bien entendu, qui privilégie des supports comme l'encyclopédie, donc assez inattendus, mais qui privilégie également les fameuses gazettes et autres. Bon. Donc on a là une sorte de complexité, mais qui n'est pas du tout due à un manque de lucidité de la part des intellectuels de l'époque. On peut parfois lire sous la plume de tel ou tel chercheur contemporain, on va dire, qu'il y avait une certaine confusion des genres. C'est une formule qu'on peut lire ou qu'on peut deviner en lisant entre les lignes. Confusion des genres, c'est bien une formule un peu péjorative. Il y aurait eu comme une sorte d'âge, une enfance de la presse, et ces braves gens confondaient un petit peu les choses au départ. C'est pas grave, tout va s'éclaircir. Non, il faut prendre acte de ce genre de situation autre, les enjeux n'étant pas encore ceux qu'ils sont aujourd'hui. Donc il n'y avait pas de confusion de genre. Il n'y avait pas de confusion de genre. On ne pouvait pas confondre des choses qui n'existaient pas. Voilà. Ce qu'il faut constater, c'est que il y avait des luttes à propos de projets naissants ou de projets peut-être déjà bien avancés. Une lutte où cette presse littéraire, et ça c'est important, je pense de le voir, occupait une position d'emblée centrale, nodale. Effectivement, cette presse littéraire n'est pas du tout, me semble-t-il, un secteur de la presse parmi d'autres, comme la presse musicale, la presse sportive, etc. Ce n'est pas une sorte de sous-espace, de branche de la presse parmi d'autres, parce qu'elle est justement à la croisée entre deux univers qui eux-mêmes, à savoir presse et littérature, qui sont liés entre eux de manière congénitale. Alors là, on peut renvoyer au livre d'Alain Viala, qui explique ça d'ailleurs assez brièvement. Donc je veux dire qu'il y a là des sujets de thèse qui sont encore bons à prendre. La presse littéraire est la fille de deux univers qui sont qui se mêlent dans une certaine partie de manière congénitale. Le journalisme est au cœur de la littérature moderne. Alors bon, vous voyez, ce sont un peu des formules à l'emporte-pièce, mais voilà. Et inversement, la littérature moderne est au cœur du journalisme. Pour cela, on peut voir l'indice le plus flagrant, c'est le recrutement des journalistes depuis le début. Ce sont souvent des écrivains déclassés ou des écrivains qui ne sont pas reconnus comme tels, etc. Presse et littérature sont des jumelles. Je dis jumelles parce qu'elles s'aiment beaucoup, elles sont fascinées l'une par l'autre, et donc elles ne s'aiment pas. Il y a des enjeux très forts. Ce sont deux sœurs ennemies qui entretiennent une relation d'amour-haine
et notamment à travers leurs relations qui, d'emblée, ont débouché, leurs relations institutionnelles, je dirais, ont débouché sur la presse littéraire. Donc la presse littéraire n'est pas un département de la presse parmi d'autres, et pour cause, puisqu'elle elle est le fruit donc de cette une sorte de lutte entre deux univers qui sont en train de se constituer à peu près simultanément. Bon, c'est dire donc que la presse littéraire est dans une position extrêmement inconfortable, puisqu'elle ne peut se revendiquer, je dirais, ni de l'une ni de l'autre, hein, ni de l'un ni de l'autre de ses parents, ou enfin, comment dire, elle est assise le cul entre deux chaises et elle souffre, dès ses débuts, d'une certaine légitimité, même si des plumes qui, de notre point de vue actuel, sont prestigieuses, se sont prêtées à la presse littéraire. Il y a une différence entre le prestige de tel ou tel journaliste et le capital de crédit lié à l'univers où il se prononce. Donc la presse littéraire est suspecte de verser dans les excès de la littérature aux yeux de la presse. Alors les excès de la littérature, ce sont les excès on va dire, de l'imaginaire, les excès du style, de la phrase bien tournée, et ainsi de suite. Et inversement, elle est aussi toujours soupçonnée de tomber dans les excès du journalisme aux yeux de la littérature, c'est-à-dire simplement de fournir des informations sans être suffisamment sensible à la beauté des textes, etc. Voilà pour rapidement cette phase de gestation. Passons alors à la phase de maturation, qu'on peut, je pense, dater de 1850 à une date assez précise, et je vais l'expliquer tout à l'heure, 1922. 1850-1922. Pendant cette phase-là, le journalisme littéraire se développe à la faveur d'une double autonomisation, à savoir l'autonomisation des deux sphères dont j'ai parlé, la littérature et la presse, qui entrent dans une dynamique de champ. Bon. Alors, là, évidemment, il serait nécessaire et utile d'expliquer davantage le concept d'autonomisation, de champ, etc. En gros, on peut dire que la littérature et la presse, dans les années 1810-1860, connaissent une sorte de prise de conscience de leur rôle et développent une sorte d'assurance de soi, hein, quelque chose qui fait dire à ceux qui y prennent part que notre activité vaut la peine d'exister, nous sommes prêts à la défendre, il existe bel et bien quelque chose comme la littérature, et c'est une chose qui doit être une activité qui doit se faire à l'abri, hein, de toutes les contraintes. Donc évidemment, je pense aux règles de l'art de Pierre Bourdieu, hein, pour ce qui est de la littérature. Cela va de soi. La presse littéraire est toujours coincée, je dirais, entre ces deux discours, puisque ce sont éminemment des discours. Ce sont des institutions, mais qui ne tiennent que par le discours, et des discours qui ne tiennent que par des institutions. Elle est d'autant plus coincée que la littérature elle-même développe, depuis longtemps, depuis plus longtemps, mais va développer de manière beaucoup plus accélérée des outils d'information, sous forme de revues notamment. Donc elle va développer sa propre presse périodique. Elle va fortement développer cette presse périodique faite par des écrivains. Il ne faut surtout pas dire que la NRF, je pense maintenant au début du XXe siècle, est faite par des journalistes. Enfin, cela serait un contresens complet, hein, serait évidemment considéré comme une sorte de crime de lèse littérature.
elle est faite par des écrivains, pour des écrivains. Bon. Et donc la presse littéraire dont nous parlons aujourd'hui, elle trouve refuge, pour ainsi dire, faute de mieux, dans des supports beaucoup moins littéraires. Ça peut aller de certaines revues littéraires, certes, mais peu en vue, jusqu'au quotidien, en passant par tous les intermédiaires illustrés, culturels, etc. Et elle répand dans ces supports-là une image, on va dire, démocratisante de la littérature. Voilà pour ce qui est de cette phase de maturation, c'est-à-dire une phase où une majorité d'écrivains pensent nécessairement au créneau journalistique pour espérer un jour être publié en tant qu'écrivain. Donc Balzac, Gautier, Hugo, Villiers de l'Isle-Adam, par exemple, c'est un très beau cas, doivent ou passent, en tout cas, se sentent appelés à passer par la presse, et notamment par la presse littéraire. Une troisième phase qui commence en 1922, pourquoi? Et qui va jusque vers 1970. Pourquoi? Parce qu'en 1922 apparaît un support qui est le premier support entièrement consacré à la presse littéraire, donc à l'information journalistique sur la littérature, par des gens qui ne sont ni journalistes ni écrivains, mais qui se définissent comme journalistes-écrivains. Même si cette notion qui mêle les deux activités existe depuis longtemps, ici, elle est revendiquée comme pouvant être à la base d'une nouvelle activité sociale. Alors, je mets tous les nouveaux, les nouvelles entre guillemets, parce que il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Toujours, tout est dans tout et tout est déjà annoncé, etc. On trouve des précurseurs de tout partout. Mais enfin, je pense qu'on peut dire que ce support qui s'appelle les nouvelles littéraires, est véritablement le coup d'envoi d'une prise de conscience, mais je pense que cette notion de conscient et d'inconscient, justement, n'est pas adaptée. En tout cas, le coup d'envoi d'une dynamique qui, très rapidement, va produire une évidence, à savoir que nous existons. La presse littéraire, ça existe. Bon, alors, comment ces gens-là ont-ils pu réussir leur coup? Eh bien, ils ont, et c'est là une des originalités majeures de leur démarche, c'est qu'ils se sont, bien entendu, couverts du côté financier en faisant des démarches auprès de maisons d'édition prestigieuses. Et il y a Gallimard qui était intéressé, Grasset était intéressé. Finalement, ce sera Larousse qui conviendra le mieux au projet de cette équipe, qui est donc une équipe, je le répète, d'écrivains, on va dire, qui souhaitent démocratiser, populariser la littérature. Et donc ce n'est pas un hasard si on trouve parmi eux des poètes qui estiment que leur genre est beaucoup trop élitiste depuis, on va dire, Baudelaire ou Mallarmé, et qui ont le souci de rendre la poésie au peuple, etc. La maison Larousse étant à ce moment-là l'éditeur donc des encyclopédies, etc., mais qui se donne pour mission d'éclairer le peuple, qui a une position politique républicaine progressiste, donc on peut dire de centre-gauche, quelque chose comme ça, qui convient très bien aux opinions, aux dispositions politiques, éthiques et esthétiques des gens qui fondent les nouvelles littéraires. Donc on a là un support, il a les aspects d'un journal, donc typographie, mise en page, le principe de suivre l'actualité, etc. Le titre le dit très bien, donc les nouvelles littéraires, il s'agit d'une sorte de journal télévisé, enfin de journal écrit sur la littérature, et ainsi de suite, mais il fait tout pour essayer de faire oublier d'où il vient, en fait. À savoir, s'il a les caractéristiques journalistiques, c'est parce que il
il a simplement, hein, le projet, le concept, est simplement entre guillemets, une autonomisation de la rubrique littéraire dans le quotidien. Rubrique littéraire ou supplément livre. Hein, il y a, en 1922, par exemple depuis 42 ans, il y a un supplément livre qui existe, qui s'appelle Le Figaro littéraire. Hein, donc Le Figaro, né vers 1826, lance dès 1880 un supplément livre qui s'appelle Le Figaro littéraire. Bon, les nouvelles littéraires ont évidemment, ils ne sont pas sortis du néant, sachant qu'ils s'inspirent essentiellement, prioritairement, du supplément littéraire du Times. Voilà. Mais évidemment, pour ça, il faut un peu connaître la presse littéraire britannique. Je la connais très mal. Et donc, ce serait intéressant, là, voilà un beau sujet de thèse, c'est de voir quels sont les antécédents internationaux, enfin, de la jeunesse de cette presse. Hein. Très souvent, on se rend compte que, étrangement, la jeunesse de beaucoup de nos outils culturels, de nos supports, etc., s'est faite dans un contexte autrement plus international qu'on peut le penser. Bon, alors, une dynamique est créée, pourquoi? D'une part, parce que le souci de cette rédaction est bien d'avoir de fournir une information journalistique sur la littérature sans parti pris. Voilà. Donc il y a un souci d'objectivité, un souci de pureté journalistique, qui n'est pas absolu non plus, parce que ces journalistes écrivains se donnent quand même pour mission, comme je disais, de former en quelque sorte un lectorat plus large. Donc il s'agit d'informer tout en formant. Donc on a évidemment une certaine hiérarchisation dans les sujets et ainsi de suite. Et donc ce sont les grands auteurs qui sont privilégiés. Mais pas par voie de conséquence, ou aussi on peut dire par conséquent, beaucoup de grands auteurs se prennent au jeu, voilà une tribune très intéressante, et donc donnent du crédit à ces nouvelles littéraires qui donc d'emblée sont une tribune extraordinaire de la littérature française et internationale. L'équipe d'emblée met en place un réseau, enfin je ne vais pas détailler ça, mais s'internationalise, mais là-dessus on va revenir tout à l'heure. Il y a aussi un souci de pureté littéraire, pas question de privilégier tel auteur par rapport à tel autre, ou tel genre par rapport à tel autre, même si dans les faits, on constate que l'équipe des nouvelles littéraires est proche notamment de la littérature prolétarienne d'Henri Poulaille dans les années 30, etc. Donc il y a, bien sûr, il y a des partis pris, etc. Mais ce qui est essentiel de voir, c'est que dans le chef de ces gens-là, il y a un souci de pureté. Hein. Et enfin, il y a aussi une volonté de pureté politique, on va dire, d'apolitisme, hein, même si, là aussi, on peut mettre des bémols. Ce centrisme de gauche évoluant, surtout après 1945, vers un centrisme de droite. Hein. La chrétien-démocratie n'est pas très loin, à partir des années 60, etc. Bon. Le succès est également immédiat parce que les nouvelles littéraires engendrent des petits, hein, donc il y a une concurrence qui s'installe. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que, on peut dire, aucun des concurrents n'arrive à la cheville, pour ainsi dire, des nouvelles littéraires, c'est-à-dire reste dans des à peu près, etc. Même s'il y a des bailleurs de fonds très, très puissants derrière, souvent les concurrents versent rapidement dans le politique, dans le journalisme littéraire-politique, et puis politico-littéraire et enfin politique. Donc c'est l'âge d'or des hebdomadaires, hein, qu'on appelle hebdomadaires littéraires, mais qui sont en fait des hebdomadaires politiques, du style Candide, Gringoire, et puis Je suis partout, qui va verser dans le collaborationnisme, etc. Bon, je ne dis pas que Gringoire n'aurait pas existé sans les nouvelles littéraires, mais il y a un peu de ça. Hein. Donc les nouvelles littéraires, support un peu méconnu, je pense par l'histoire de la presse d'ailleurs également. Bon, alors, nous sommes toujours dans cette phase d'autonomisation.
Ce qu'il a fallu en plus, ce sont quand même des concurrents sérieux, on va dire, qui eux aussi ont le souci de faire un journalisme littéraire pur, entre guillemets. Hein. Le mot n'est pas de moi, hein. C'est un mot que je peux coller sur les conceptions que je vois émerger, à savoir que chacun se prononce en termes de pureté, d'authenticité, de vérité. Nous sommes les vrais, les bons, les purs journalistes littéraires. Et un de ces supports-là, ce sont les lettres françaises qui sont nées pendant la guerre. Donc les lettres françaises naissent sous forme de mensuels, clandestinement, etc. Le fait que c'est clandestin, ça permet à toute une série de grandes plumes de s'y attacher, de publier, enfin publier sans être public, d'écrire dedans. Donc de Sartre à l'extrême gauche, extrême, pas si extrême que ça, à ce moment-là, bien sûr, vers même l'extrême droite, en passant par Mauriac, Paulan, etc. Bon. Cette chose-là est très bien connue. Bon, les lettres françaises sont proches du PCF. Le PCF qui, à ce moment-là, a une stratégie d'ouverture, d'unité, et qui fait tout pour ne pas afficher les lettres françaises, enfin fait tout en sorte pour que les lettres françaises ne soient pas qualifiées ou même associées par trop au Parti communiste. Après la guerre, les lettres françaises, qui sont devenues hebdomadaires depuis un certain temps, pendant la guerre, donc sortent de l'ombre et ont pour ambition de détrôner, on va dire, les nouvelles littéraires. D'ailleurs, les nouvelles littéraires ne paraissent que plusieurs mois après, donc il y a là quelque chose d'intéressant à voir. Par contre, peu à peu, ce journal, étant quand même dans sa logistique, aux mains d'intellectuels communistes, va peu à peu quand même tomber dans le giron du PCF et finalement devenir pendant un certain temps, lors des années du jdanovisme régnant, va devenir un instrument, un outil du Parti communiste, une sorte d'œil de Moscou local dans l'espace littéraire. Et va même œuvrer pour sortir de l'espace littéraire. Les lettres françaises deviennent une machine à créer un espace contre-littéraire, c'est-à-dire contre-bourgeois. Donc, on va rêver, Aragon, qui est à ce moment-là le directeur officieux du journal, rêve de pouvoir créer rêve, c'est un bien grand mot, mais enfin bon, quelque part, s'efforce de créer un espace littéraire, une sorte de contre-espace littéraire, bon, ce qui évidemment ne réussira pas, et ce qui donnera à Aragon, dans la seconde moitié des années 50 et puis 60, donnera à Aragon l'ambition de faire une sorte de stratégie du cheval de Troie, c'est-à-dire de garder les lettres françaises et de les faire prospérer au sein même de la littérature bourgeoise. Et ça réussira d'ailleurs assez bien, et si bien que ça plaira de moins en moins au Parti communiste, qui en 72 fermera le robinet financier, et ce qui signera donc la fin des lettres françaises. Donc les lettres françaises, et un troisième hebdomadaire qui prend ce train en marche, littéralement, de manière bien consciente, c'est le Figaro littéraire. Donc la direction du Figaro détache le supplément littéraire appelé le Figaro littéraire et en fait un hebdomadaire indépendant qui doit faire pièce au communisme larvé des lettres françaises et puis, tant qu'à faire, à l'universalisme un peu abstrait des nouvelles littéraires. Le fait que le Figaro, donc, le Figaro littéraire, soit lancé sans véritable, bon, je vais dire quand même, qu'est-ce que je vais dire pour être assez nuancé, sans projet esthétique très construit. C'est plutôt un projet journalistique, un projet de concurrence sur le plan journalistico-littéraire. Eh bien, le fait qu'on ait le souci de faire concurrence sur ce plan-là montre que ce plan-là existe de plus en plus. Bon. Les trois hebdomadaires dont je viens de vous parler, les Nouvelles littéraires, les Lettres françaises et le Figaro, eh bien, occupent le gros du marché,
les centaines d'initiatives qu'on voit éclore pour rapidement disparaître dans la France des années 1944-1950, eh bien, comme je le dis, ne dure pas longtemps. Rien qu'en 1946, il y a une centaine d'hebdomadaires littéraires, rien qu'à Paris, hein, qui existent brièvement. Ce sont des initiatives, évidemment, qui ont peu de chance par rapport à ces trois poids lourds. Bon, il faut aussi tenir compte, à côté donc de la diversification des supports, à côté également de ce souci de pureté de ce nouveau métier, il faut aussi tenir compte du fait que, d'une manière générale, les périodiques littéraires connaissent un âge d'or, enfin, tout du moins, autour de cette initiative extraordinaire que sont les temps modernes de Sartre. Vous savez bien ça, s'agglutine toute une série d'initiatives concurrentes qui espèrent pouvoir détrôner les temps modernes. Bref, dans le secteur des revues littéraires et des revues intellectuelles d'une manière générale, il y a une effervescence extraordinaire dont la presse littéraire tire parti, mais aussi inversement. Voilà. Dernier facteur à prendre en compte pour un peu mieux voir l'autonomisation d'une phrase, c'est le fait que, assez paradoxalement, nous sommes dans une période qu'on nous décrit comme extrêmement politisée, il y a une sorte de surpolitisation, comme on a dit à juste titre dans ces années-là, mais à la fois il y a aussi une sorte de, comment dirais-je, de dépolitisation, dans la mesure où il y a un certain recul, une certaine méfiance par rapport tout au moins à une partie de discours politiques qui sont disqualifiés, mais pour la première fois fortement, complètement disqualifiés, et aussi l'idée selon laquelle eh bien, la politique et la littérature, c'est quand même une combinaison qui peut être assez dangereuse, finalement. Hein, ça, on a comme discours sous-jacent chez pas mal d'intellectuels ou d'écrivains. Donc, il y a une sorte d'air du soupçon, voilà, une sorte d'air du soupçon qui, là aussi, est ouverte. Voilà. Et d'ailleurs, dans les faits, on peut constater une dépolitisation de la presse culturelle, la presse littéraire, mais de la presse en général, hein, à partir des années 50. Certains observateurs datent même la dépolitisation, parlent de dépolitisation à partir des années 45. Tant il est vrai qu'il est mal vu de lancer, par exemple, un journal de droite ou un journal littéraire de droite en 45. En 46, ça va pouvoir se faire, mais ce sera le Figaro qui le fera. Et il n'y en aura pas 36 à côté. Bon, bref... on voit bien naître, ou non pas naître, mais se fortifier la croyance dans le bien fondé de cette activité-là. La croyance, je dirais que se battre pour une bonne définition du journalisme littéraire, eh bien ça vaut la peine, voilà, c'est une nécessité, voilà, nous sommes prêts à donner autant d'heures de notre journée de travail à ça, et voilà. Bon, j'avais un petit topo sur les vocations de journalistes littéraires, je vais passer. Donc à la question, existe-t-il un champ de la presse littéraire, un champ suffisamment autonome pour qu'on puisse parler de champ? Eh bien, je ne sais pas. À vrai dire, si on peut parler de champ, pour cela il faudrait des études plus poussées, mais toujours est-il qu'on a là, pendant ces années-là, entre 44 et 70, et surtout 44 et 60, une telle dynamique qu'on a véritablement l'impression que ça existe. Voilà, hein. Que quoi existe? Eh bien, qu'existe donc un système de support, de discours, qui est relativement autonome par rapport aux autres et qui croise, qui prospère sur un nombre suffisant de différences. Et c'est ce système de différences qui assigne
à chaque rédaction son originalité, laquelle originalité ne peut être comprise, saisie, sentie de l'intérieur qu'en l'ouvrant sur l'extérieur, donc en prenant en compte l'ensemble. Bon, et c'est ici que je ferai donc une remarque méthodologique, puisque c'est un peu ce qui était attendu, c'est que justement la lecture d'un article de la presse littéraire ne peut donner tout son jus, je dirais, si on peut parler de jus en parlant de lecture, qu'en appliquant, en ayant en tête ce principe de comparatiste finalement, hein, donc d'une démarche relationnelle et différentielle, hein, et historique. Bon. Et enfin, la phase de régression, bon, vous la devinez un petit peu, à partir de 1970, bon, les nouvelles littéraires vont se survivre jusqu'en 88, mais auront de facto disparu avec la mort de leur directeur fondateur, André Gillon, en 69. Donc il y a là l'âme de la maison qui disparaît, et c'est un objet qui est presque trop beau pour être vrai. On voit là vraiment s'éteindre pratiquement cette espèce de désintérêt intéressé, de désintérêt pour cette activité. André Gillon. Les lettres françaises donc disparaissent en 72, et le Figaro littéraire rentre, c'est presque là aussi caricatural, rentre sagement dans le rang, c'est-à-dire dans son quotidien, le Figaro, sagement, comme si de rien n'était, et d'ailleurs, aujourd'hui, il continue hein, sur sa lancée, comme si tout cela n'avait jamais existé, pour ainsi dire. Un autre facteur, c'est évidemment la rude concurrence à laquelle est soumise la presse littéraire, à travers la radio, la télé, hein, qui lancent dès les années 50, leur programme culturel, littéraire, etc., Le Masque et la Plume, et ainsi de suite. Et aussi la concurrence de ce que nous appelons aujourd'hui les news magazines, donc l'Observateur, hein, c'est en 50, l'Express, c'est 53, etc. Bon, voilà, j'en viens à ma deuxième partie, j'accélère un peu le mouvement. En disant tout cela, je pense que, enfin je l'espère, qu'on a déjà une idée un peu précise du fonctionnement de la presse littéraire. Bon, j'ai centré mon approche autour de cette notion d'autonomie. Eh bien, oui, le fonctionnement de cet univers a d'abord besoin d'autonomie. Donc il devient clair que pour analyser finement un corpus d'articles de la presse littéraire, c'est ce degré d'autonomie qu'il faut d'abord préciser. Alors, degré d'autonomie de l'ensemble de la presse littéraire, mais également degré d'autonomie de la rédaction. Enfin, je dis rédaction, je devrais parler de l'ensemble de l'entreprise, hein, avec direction, actionnariat, bailleur de fonds, etc. Et aussi degré d'autonomie du journaliste, qui lui aussi a plus ou moins tendance à faire des courbettes, etc., ou à se dire libéré ou libre de toute contrainte politique, par exemple. Bon. Et donc, je ne peux que souligner là, je pense, la nécessité d'essayer d'imaginer une analyse socio-discursive qui relativise la pertinence de l'opposition texte-contexte. Bon, je ne peux que le redire. Hein. Il n'y a pas de texte, une sorte de texte préexistant qui est nourri, qui est informé par un contexte. Hein. Non, ce texte, hein, qu'on peut considérer notamment sous son versant résultat, produit, bon, ce produit est là à la faveur d'une information, d'une alimentation de ce, entre guillemets, contexte. Voilà. Contexte qui n'en est pas un. Bon. Le contexte qui n'en est pas un dans cette optique, puisqu'il contient le mot texte.
Bon, enfin, j'espère que c'est à peu près clair, on pourra y revenir. Donc on a parlé de l'autonomie, comment elle a pu se développer.